Bon ben voilà, salut Baudouin, j'espère que tu vas bien. Ça va. Ok, super. Écoute, déjà je voulais te remercier d'être là. Donc pour les gens qui écoutent le podcast, on est au Printemps Digital à Tour et Taxi à Bruxelles. Et tu es gentiment venu nous voir pour pouvoir discuter de toi, premièrement, parce que c'est un peu le but du podcast, et de ce que tu fais dans la vie, notamment ton projet qui n'est pas un projet, qui est déjà abouti, qui est Satoshi. Donc ça, on en parlera ensuite dans le podcast. Donc voilà, la première chose, est-ce que tu peux juste te présenter, tu dis ce que tu veux. Ok, donc je m'appelle Baudouin Collard, j'ai 40 ans, 2 enfants et passionné de Bitcoin et blockchain et des technologies, nouvelles technologies. Mais mon vrai dada, c'est le Bitcoin. Voilà, donc j'ai découvert ça il y a déjà, maintenant ça fait peut-être bien 10 ans. J'ai pas fait la chronologie, mais le temps passe vite, ouais. D'ailleurs, mon fils, qui a 8 ans maintenant, son 3e prénom, c'est Satoshi. Non, c'est vrai. Non. Bon, j'ai dû négocier pour le placer, mais voilà. Ah, c'est terrible, c'est incroyable. Donc ça me fait toujours un peu rire, voilà. C'était un petit clin d'œil à l'époque. Ok, d'accord. Donc j'ai découvert le Bitcoin il y a déjà quelques années, tout à la fin de mon doctorat en fait, que j'ai fait d'ailleurs avec Jean-Jacques Quisqueter. Oui. Et là j'ai entendu parler comme ça de Bitcoin. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est une crypto-monnaie. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une monnaie émise grâce à la cryptographie. Et là je comprenais rien du tout. Donc j'ai lu le white paper. Et je ne comprenais toujours pas comment est-ce qu'on pouvait faire une monnaie avec de la cryptographie. Ouais. Qu'est-ce que c'était en fait une monnaie ? Ouais. Parce que c'est à ce moment-là que tu te dis mais comment est-ce qu'elle est produite ? Et puis comment est-ce qu'on achète une monnaie avec des dollars pour acheter des signatures, enfin je ne comprenais rien. Alors qu'en fait, c'est dire, j'avais fait un doctorat en cryptographie et je comprenais pas grand-chose à la crypto, puisqu'en fait le domaine des crypto-monnaies, du e-cash, c'est un domaine qui est vieux, qui a plus de 40 ans en fait, avec les travaux de David Cho. Et donc, en fait, il a fallu des mois et du temps pour que l'idée percole, que je réentende plusieurs fois parler de ce concept de Bitcoin, pour que petit à petit le concept fasse son chemin, que je me renseigne aussi sur ce qu'est la monnaie finalement, pour finalement réaliser que c'était une invention révolutionnaire qui va probablement changer le monde. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Et dans cette invention révolutionnaire, qu'est-ce que toi tu vois, si tu dois dire 2-3 mots, qu'est-ce qui fait que vraiment elle va changer le monde, ou en tout cas elle est occupée à le faire ? Peut-être parce que la monnaie en fait est à la base de la société. Finalement, qu'est-ce qu'une société ? Ce sont des gens qui se, dans un sens peut-être plus philosophique, mais qu'est-ce que c'est que la société ? C'est des gens qui se mettent d'accord de se mettre ensemble et de collaborer dans un esprit de solidarité, mais donc c'est-à-dire en fait de donnant. La solidarité, c'est on donne et on espère quelque chose en échange. Donc c'est cette collaboration qui crée la société, et cette collaboration, qu'est-ce qui la rend possible ? C'est les échanges. Et qu'est-ce qui rend les échanges fluides et efficaces ? C'est la monnaie. Ouais. C'est la raison pour laquelle les gens utilisent la monnaie, c'est parce que c'est beaucoup plus pratique à utiliser que de faire du troc. Échanger une table contre sa voiture, c'est chiant quoi. Voilà. Ouais. Et donc Bitcoin, c'est la suite logique de toute cette évolution technologique qui est la monnaie en fait. Ouais. La monnaie, au début, c'était des coquillages, puis c'est devenu des pierres précieuses, puis c'est devenu l'or. Qu'est-ce qui a fait que l'or est un très bon moyen d'échange, en tout cas au Moyen-Âge, à l'Antiquité ? C'est qu'il est rare, il est fongible,
Difficile à extraire. Il est difficile à extraire, donc sa quantité est limitée et on ne sait pas tricher. D'abord, on sait relativement facilement vérifier que de l'or, c'est effectivement de l'or. C'est très facile, c'est très compact à transporter, à cacher. Ça ne rouille pas. Ouais. Et dans un monde qui évolue, dans un monde qui est devenu digital, c'est assez logique finalement de remplacer cet or physique qui, pendant 10 000 ans, a été la source de la prospérité et qui a rendu la société possible, de le remplacer par quelque chose de digital qui est encore plus facile à utiliser que de l'or. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Merci pour cette réponse. Alors, c'était trop cool. Parce que c'est vraiment dans cette direction-là que le podcast va. Et en vrai, là, tu as résumé le truc. C'est trop cool d'entendre une autre personne qui le dit aussi bien. C'est trop cool. Enfin, mieux encore. Ok, mais donc du coup, si j'ai bien compris, tu t'es d'abord intéressé à la crypto-monnaie avant la cryptographie, alors? Non, c'est plutôt l'inverse. Okay. Donc, puisque j'ai fait, voilà, donc, pour en revenir à mon parcours, donc j'ai fait des études d'ingénieur civil classique à l'UCL. Ouais. Et c'est là que j'ai suivi le cours pendant mes études de monsieur Jean-Jacques Quisquater, qui donnait un cours de cryptographie. Et voilà, ça m'a intéressé. Mais on était en 2000, j'ai fait mes études en 2005 ou je ne sais plus moi, un truc comme ça. Ah ouais, donc c'était en 2005, tu as eu ce cours-là? Oui, plus ou moins, 2005, voilà. Ça tourne autour de ça. Voilà. Okay. Donc ça remonte maintenant, oui, puisque c'était il y a 20 ans. Ouais, donc t'es un grand précurseur aussi dans le sens. Hein, je veux dire, je me suis intéressé à la cryptographie avant que ça ne soit cool. Et comment, là c'est une question qui me vient maintenant à l'esprit, comment la cryptographie était abordée à l'époque, donc à cette époque-là, comment est-ce qu'on t'a intéressé à ça? Parce que j'imagine qu'à cette époque-là, en 2005, on ne parlait pas de Bitcoin. Non, donc Bitcoin est apparu en 2009, mais la cryptographie est bien sûr utilisée depuis... En fait, la cryptographie est utilisée depuis l'Antiquité. Un des premiers codes cryptographiques, c'est le code de César, Rod 13. Donc c'est simplement, on remplace toutes les lettres de l'alphabet par la 13e lettre précédente dans la liste. Enfin, ça c'est la version, en tout cas avec l'alphabet. Et donc simplement, le but de la cryptographie à l'Antiquité, c'est de masquer des messages. C'est une utilisation qui était stratégique pour la guerre. On veut envoyer un message à un général. On ne veut pas dévoiler ce message s'il est intercepté par un espion, par l'ennemi. Donc on va coder le message. Alors on va remplacer au début, on fait ça de manière très artisanale, on remplace un mot par un autre. Et même encore à la Seconde Guerre mondiale, on utilise des mots qui ont un double sens. Et puis, justement, la Deuxième Guerre mondiale, ça va vraiment être un terreau qui va stimuler la recherche cryptographique. On va essayer de développer des algorithmes de plus en plus résistants. Ok. Donc résistant, ça veut dire, si j'ai un texte chiffré, est-ce que j'arrive à le déchiffrer? Ou, ça c'est plus compliqué, et j'ai un texte clair et l'équivalent chiffré, est-ce que à partir d'un certain nombre de textes clairs et de textes chiffrés, j'arrive à récupérer la clé de chiffrement. Est-ce que j'arrive à déchiffrer des nouveaux textes chiffrés à partir de textes déchiffrés que je connais déjà? Ça, c'est toutes des questions que se posent les cryptographes. Puis, ça, c'est simplement l'aspect chiffré, déchiffré des informations. Après, il y a aussi l'aspect authentifié des informations. Je signe un message. Comment, l'équivalent d'une signature manuscrite, comment prouver que c'est moi qui ai bien écrit ce message? Alors j'écris un message à mes généraux, leur donnant des ordres d'attaquer. Comment prouver que c'est pas un faux message fait par un piège, un truc classique? Et donc là, on va utiliser des signatures cryptographiques qui sont aussi, qui sont à la base notamment de Bitcoin. Et donc il y a tous ces aspects cryptographiques qui existaient bien avant Bitcoin. Ok. Et donc moi je m'intéressais à ça. Je m'intéressais notamment dans le cadre de mon doctorat que j'ai fait à l'UCL sur la cryptanalyse. Donc c'est trouver des méthodes pour essayer de casser des algorithmes de chiffrement. Essayer de récupérer des clés privées, des clés secrètes à partir de textes clairs et de textes chiffrés. Alors c'est comme ça, ça fait un peu espionnage, mais en réalité, dans l'académie, on est arrivé, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a fait des progrès énormes dans le domaine de la cryptographie. Avant, c'était un art, on va dire.
Donc les gens essayaient un petit peu des petites popotes comme ça, qui finissaient toujours par être cassées. Et vraiment à la Seconde Guerre mondiale, à partir de la Seconde Guerre mondiale et après, on a développé des analyses mathématiques pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que chiffrer un texte. Pourquoi est-ce que quand je prends un texte clair, je mélange avec une clé secrète, j'obtiens un texte chiffré, et pourquoi c'est si difficile de retrouver le texte clair. Et donc on a des méthodes maintenant qui sont très 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 bonnes et pratiquement incassables. Et donc quand on fait des attaques de cryptanalyse, maintenant dans le domaine académique, c'est vraiment c'est des attaques théoriques. C'est-à-dire on a une clé par exemple on va avoir une clé de 128 bits, donc c'est avec 128 chiffres 0 ou 1 aléatoires. Et ça veut dire que si on veut attaquer ce chiffrement, théoriquement il faut 2 exposants 128 essais si on veut faire une attaque exhaustive. Okay. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ça en 2 exposants 120 attaque quoi en fait ouais. Au lieu de 2 exposants 128. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 300 milliards d'années pour casser le chiffrement, on ne va plus en prendre que 3 milliards d'années. Ça reste très théorique, donc ce sont des estimations aussi statistiques. On va essayer de calculer des probabilités d'attaque, des biais dans la distribution, donc c'est très statistique. Mais donc voilà, ça c'est ce que je faisais. Et puis, donc c'est dans le cadre de mon doctorat en cryptographie que j'ai comme ça découvert le Bitcoin, parce que évidemment on parle un petit peu de tout ce qui se passe dans la cryptographie. Ok, donc ça devait être, à cette époque-là, ça devait être incroyable d'entendre parler de Bitcoin, non ? Enfin, parce que tu avais déjà un background où tu comprenais le principe. Oui, pour moi ça l'était en tout cas. Mais comme je dis, au début, j'ai vraiment pas compris l'intérêt. Ouais. Même j'en ai parlé avec d'autres crypto-collègues, on va dire, qui étaient aussi... d'ailleurs, certains étaient plus au fait que moi de tout ce qui était e-cash, donc tout ce qui était des travaux académiques sur les monnaies cryptographiques avant Bitcoin. Et aussi étaient un petit peu dubitatifs, parce que l'approche de Bitcoin était assez différente de ce qui est... Enfin, c'était dans la continuité de ce qui a été fait, mais quelque part c'était pas révolutionnaire, et quelque part d'un point de vue académique, je pense que certains trouvaient que c'était pas assez pur, assez beau, assez théoriquement solide. Je vois ce que tu veux dire. Et donc il y a eu beaucoup de critiques justement du domaine académique sur Bitcoin. Je pense que parmi les plus sceptiques de Bitcoin, c'était les académiques. Ah ouais, carrément, ouais, c'est ça. Okay. Il y a eu beaucoup de critiques sur... il y a aussi des aspects sur Bitcoin qui sont toujours l'objet de reproches, sur la consommation d'énergie, etc., sur les aspects aussi tokenomics qui font pas l'unanimité, on va dire, c'est toujours maintenant. Ouais. Mais donc voilà. Et en ce qui concerne, on va pas rentrer trop dans le sujet, mais moi, parce que dans le podcast, ce que je fais souvent, c'est que je donne parfois aussi mon avis pour qu'il y ait quand même un fil conducteur par rapport au truc. Mais... Ça peut être un débat, hein. Ouais, c'est ça, mais alors, là, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est des sujets qui sont tellement vastes qu'on pourrait rester des heures à discuter. Mais d'abord, on va passer sur Satoshi tout de suite, donc la start-up que tu as lancée. Avant ça, on va juste parler, je vais juste rajouter une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, l'écologie. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'évidemment Bitcoin est énergivore à souhait, c'est sûr et certain, parce qu'il y a une preuve de travail, donc les grosses machines qui travaillent, qui consomment, etc. etc. Mais je pense que déjà, ce qui est important aussi, c'est de faire le parallèle entre cette consommation-là, qui donne lieu à une monnaie d'échange, et la consommation du dollar, par exemple, qui donne lieu aussi à une monnaie d'échange. Juste, je pense qu'il est important, et j'en ai fait un épisode d'ailleurs là-dessus, de comparer des pommes et des pommes, des poires et des poires. C'est-à-dire que oui, Bitcoin consomme, mais le dollar, est-ce qu'il consomme ou pas ? C'est ça l'idée. Voilà, ça c'est un peu le débat où on pourrait se lancer là-dedans aussi. Mais moi, je pense que le Bitcoin, et justement le fait que ce soit numérique et qu'il y ait une preuve de travail physique, et qu'on peut s'en rendre compte, ne fera, et est occupé, je pense, à faire que en sorte qu'on arrive à faire justement de notre monnaie quelque chose d'écologique, quoi. Parce que le Bitcoin existe, c'est quelque chose de très nouveau. Il y a des réalités qui sont là, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Mais je pense que les inconvénients, notamment celui de l'écologie, avec toutes les sensibilisations qu'on a en ce moment, c'est un peu, on est dans ce truc-là écologique, etc. Et
c'est pas incompatible en fait. Et c'est ça que je veux dire. Donc il y a quand même une lueur d'espoir en se disant que l'argent peut aussi être généré in fine par le vent, le soleil, les volcans, Salvador et des choses comme ça. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Tu veux dire 2-3 petits mots là-dessus ou... Moi j'aime bien, c'est un mème que j'ai vu sur internet qui disait, voilà, en gros il montrait une image d'un énorme porte-avions américain et il disait si vous pensez que le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, imaginez l'énergie qu'il faut pour maintenir le dollar, pour maintenir le dollar, la dominance du dollar. Parce que effectivement, pourquoi est-ce que la monnaie mondiale c'est le dollar incontestablement? Pourquoi ? Parce que derrière le dollar, il y a la puissance américaine. C'est-à-dire que c'est évidemment pas une coïncidence si la monnaie, la première monnaie est soutenue par la première puissance militaire. Ouais, tout à fait. Donc c'est évident que l'utilisation du dollar est liée à la puissance militaire des États-Unis. Et donc si on factore l'énergie qui est mise, c'est une énergie, je veux dire, le nombre de militaires, le nombre de militaires qui sont employés aux États-Unis pour maintenir cette dominance militaire, les porte-avions, les avions de chasse, etc. etc. Là, c'est plusieurs pourcents du produit intérieur brut des États-Unis et finalement de ses alliés, etc., qui sont utilisés pour maintenir cette dominance des monnaies. Alors, principalement le dollar, mais bon, finalement l'euro et le yuan sont dans cette compétition aussi, donc ils y participent. Alors je dis pas que si on remplace toutes les monnaies fiat par les monnaies de banque centrale, on va faire disparaître par magie tous les militaires de la planète, j'espère. J'espère qu'on convergera vers ça. Mais certainement, ça va faire diminuer la compétition militaire. Ce qui serait pas une mauvaise chose au final. Évidemment, un nouveau monde. Évidemment. C'est clair. Alors maintenant, on va parler de Satoshi, donc la start-up que tu as lancée. Donc tu es fondateur et CTO, c'est ça ? C'est donc, ça. Chief Technology Officer, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc c'est un anglicisme pour dire que je m'occupe de développement. Voilà. Ça marche. Et donc du coup, est-ce que tu peux, en quelques mots, et simplement, c'est aussi un peu le combat du truc, et je pense que ça fait aussi partie du combat de ta startup, expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, enfin voilà. Voilà, donc les crypto-monnaies, comme le mot l'indique, sont basées sur la cryptographie. Donc la sécurité fondamentalement de vos avoirs en crypto-monnaie, ce sont les clés privées qui vont être utilisées pour signer les transactions. Donc on a vu une crypto-monnaie. On va utiliser la cryptographie pour sécuriser ces transactions en signant des messages. Et donc il est primordial de bien sécuriser ces clés privées. Alors il y a différentes façons de stocker ces clés privées. En général, les gens, quand ils commencent, ils vont installer un software, un wallet. Et ce wallet va générer des clés privées. Donc ils sont simplement, c'est un petit fichier avec typiquement quelques bytes de données, d'informations secrètes qu'il faut absolument garder secret et garder juste pour soi et ne pas partager. Et c'est vraiment la clé qui va sécuriser tous vos avoirs en crypto. Donc c'est fondamental de bien les protéger. Et face au risque de vol de ces clés privées par des virus, par exemple, par des malwares qui vont, par exemple, être installés sur votre PC, une façon de se protéger, c'est de déporter, de sécuriser ces clés dans un device dédié, donc une carte physique. Quelque chose de tangible, de physique dans le monde réel, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais qui va être hors de votre PC. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Ou de votre téléphone. Donc, pour résumer ça, il y a une clé privée, etc., qui sert à sécuriser les données du portefeuille où il y a des cryptos dessus. Et là, toi, le combat de Satoshi, c'est de pouvoir, dans certains sens,
sécurisé avec une clé, mais cette clé-là n'est pas dans un software, donc pas dans une application de crypto que tu aurais téléchargé type MetaMask et ce genre de choses-là. Toi, ce que tu veux, c'est que tu veux sortir cette clé-là dans le monde physique, donc tu as ça sous forme de carte à puce. C'est une carte à puce, comme une carte bancaire en fait. C'est ça. Donc c'est la même technologie d'ailleurs qui est utilisée par les cartes bancaires, par les cartes d'identité, enfin la carte d'identité belge par exemple, par les cartes SIM de nos GSM aussi. Donc c'est le même type de technologie, les cartes à puce qui sont utilisées depuis plus de 50 ans. Ouais. Mais ici, au lieu de stocker des informations liées à la carte d'identité ou à votre banque, vous allez stocker les clés privées de votre wallet. Et donc, elles sont... Une fois qu'elle est importée donc c'est ce qu'on appelle un hardware wallet. Il y a d'autres concurrents comme Ledger et Trezor qui existent également et qui proposent une solution très similaire, mais avec leur technologie propre. Nous, ce qu'on propose, c'est de stocker ça dans une carte à puce. Et une fois que la clé privée est dans la carte à puce, elle n'en sort plus jamais. Donc c'est pas la clé qui va sortir pour signer les transactions, c'est les transactions qui vont être envoyées dans la carte à puce pour être signées par la carte à puce. Ah, c'est incroyable ça. Voilà. Donc ce qui garantit que la clé privée ne peut pas être volée. Ouais, c'est ça. Alors ça ne résout pas tous les problèmes de sécurité liés à l'utilisation des crypto-monnaies, mais ça diminue déjà grandement le risque. Voilà. Après il y a évidemment il y a aussi une part de bon sens et il faut être toujours attentif malgré l'humain, tout. C'est ça. Il y a le facteur humain. Donc c'est comme pour les attaques par phishing par exemple. Ouais. Si on vous demande de signer une transaction et que vous signez la transaction, vous devez être sûr que c'est bien ce que vous voulez. Que c'est pas vous croyez signer une transaction pour envoyer des fonds, par exemple, à votre fille, à vos enfants, et puis en fait, non, vous l'envoyez à un hacker. Ouais, c'est ça. C'est une erreur humaine en fait. Voilà, en quelque sorte. Et ça faisait partie d'une de mes questions, mais on va y aller maintenant, du coup, on va transiter là-dessus. Quelle est l'erreur, donc toujours dans la sécurité évidemment, parce qu'on est dedans, quelle est l'erreur la plus fréquente en ce qui concerne la cryptographie ou la blockchain et toutes ces choses-là? Est-ce qu'on... Voilà. L'erreur la plus fréquente qui vous fait perdre vos cryptos, par exemple. Oui. Alors, au niveau technique, en tout cas, technologique, je pense... alors, déjà, une erreur courante, c'est simplement, peut-être la plus courante finalement, c'est de perdre ses clés. Peut-être encore plus que se les faire voler, c'est simplement vous installer une application qui va générer des clés privées, mais en fait ça vous ne le savez pas spécialement, c'est l'application qui s'en occupe, vous l'utilisez, et vous appuyez sur envoyer et en fait l'application en arrière-plan elle va utiliser les clés privées qui sont stockées sur votre ordinateur et elle va signer et envoyer les transactions. Mais si par exemple votre ordinateur tombe en panne, vous désinstallez l'application parce que vous avez oublié que vous aviez cette application, il y a un crash ou que sais-je, vous perdez, disons que vous perdez l'application, vous perdez les clés privées qui sont liées avec et si vous ne faites pas attention, c'est impossible de récupérer. Donc c'est comme pour toutes les données sensibles, vous devez faire un backup. Alors le deuxième grand danger, ce sont les virus, les malwares. Ça peut se présenter de différentes façons. Ça peut être totalement indépendant de votre wallet. Par exemple, vous utilisez votre wallet sur votre ordinateur ou sur votre ordinateur et vous installez un autre programme qui n'a rien à voir. Mais ce programme contient un virus qui va scanner tout votre ordinateur à la recherche de clés privées et renvoyer toutes ces clés privées qu'il va trouver à un hacker. Voilà. Mais ça peut aussi, et ça c'est peut-être le plus dangereux et le plus courant, c'est vous voulez installer un wallet connu, réputé, sérieux, sauf que vous vous trompez de site. Vous n'allez pas sur le site officiel de l'application ou sur l'application Google Store, whatever, officielle. En fait, vous téléchargez un faux wallet qui a été fait pour ressembler au maximum au vrai wallet, avec une adresse, typiquement l'adresse URL qui va être la même à un caractère près.
Peut-être vous avez faites pas attention, vous avez cliqué sur un lien sur internet vers ce wallet, vous l'installez et là en fait le wallet il va directement, il va vous demander d'importer votre seed et de charger votre wallet avec des cryptos, et va vous le charger et puis en fait il envoie directement une copie, les infos qu'en fait, les infos directement, vous donnez directement les clés finalement à votre insu mais au hacker. Mais ça, c'est probablement le plus vicieux, le plus dangereux, quoi. C'est ça. Mais donc du coup, in fine, par rapport à tout ce que tu as dit comme exemple ici, au final, sur cette technologie qui est, on va dire, automatisée, enfin voilà, il n'y a pas d'être humain derrière ça, pour faire gros, parce qu'il y en a quand même, enfin il y a des machines, etc. Bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'erreur principale, elle est humaine, comme ça. Sur tous les exemples ici, c'est qu'une fois que l'être humain doit commencer à faire quelque chose, ou en tout cas entreprendre une certaine responsabilité dans quelque chose qui est totalement automatisé, c'est à ce moment-là qu'il y a aussi une faille, quoi. Exactement. Alors, typiquement, par exemple, Bitcoin n'a jamais... Le protocole Bitcoin lui-même n'a jamais connu de vulnérabilité qui a causé des pertes d'argent. Donc, par exemple, il n'y a pas de vulnérabilité dans la façon de fonctionner de Bitcoin qui a causé des dommages. Il fonctionne, quoi. C'est vraiment au niveau du facteur de la gestion des clés de chacun. Où là, c'est vraiment là le facteur, le maillon faible, du système. Ouais. Ok. Retournons maintenant à Satoshi. Donc on disait que tu étais fondateur de Satoshi, que c'était des clés privées physiques sous forme de carte bancaire, en tout cas ça ressemble fort à une carte bancaire. La puce électronique est cryptée, donc elle utilise cette technologie-là qui existe depuis plus de 50 ans, c'est ça que tu viens de dire aussi. Et comment tu vois, déjà est-ce que tu peux expliquer quand même, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui écoutent, les différents produits que tu as, comment tu as vu un peu le truc, voilà. Voilà, alors on a commencé de manière classique avec un hardware wallet, donc comme un ledger, comme un trésor. C'est notre produit phare, on va dire, qui s'appelle Satoshi, et qui est donc une carte à puce qui permet d'importer une seed. Donc la seed, c'est la liste de 12 mots ou 24 mots qui permet de dériver toutes les clés privées. Donc c'est vraiment l'aspect le plus sensible de vos cryptos. Vous importez cette seed dans la carte à puce via votre wallet et via un lecteur de carte à puce. Et ensuite, toutes les clés vont être dérivées par la carte à l'intérieur de la carte et vous pouvez signer des transactions. Donc ça vous permet simplement d'utiliser votre Satoshi comme un hardware wallet pour signer des transactions, donc faire des paiements en crypto-monnaie. Donc ça c'est le hardware wallet, Satoshi. Ensuite on a Satodime, qui est... alors ça c'est un produit qui n'a pratiquement pas d'équivalent chez d'autres concurrents, on va dire, parce que le hardware wallet il en existe plein de sortes, il y a Ledger, il y a Trezor, Bitbox, etc. Mais Satodime c'est une carte porteur, c'est un peu comme une carte cadeau crypto. Vous pouvez, quand vous achetez la carte, elle va, à la première utilisation, elle va générer une clé privée, secrète, qui va rester dans la carte à puce et que personne ne connaît. Et elle va exporter, en dehors de la carte, la clé publique, donc l'adresse sur laquelle vous pouvez envoyer des cryptos. Et comme personne ne connaît la clé privée, vous pouvez charger la clé, donc envoyer des crypto-monnaies, des bitcoins sur cette adresse générée par la carte, qui sont en fait littéralement stockés dans la carte, en quelque sorte, et vous pouvez offrir cette carte à quelqu'un pour lui donner des cryptos de manière très simple, physiquement, comme un billet de banque, sans qu'il n'a même pas besoin de comprendre ce qu'il fait. En fait, il prend la carte et il vient de recevoir un millibitcoin, par exemple. Voilà, sans avoir rien à faire. Et le jour où il a envie de récupérer cet argent, l'utiliser, où peut-être qu'il s'est un peu plus intéressé aux crypto-monnaies, alors il peut reprendre sa carte, la scanner sur son GSM, parce qu'il y a du NFC, donc en fait on peut l'utiliser avec une application sur son GSM. Comme quand on paye en magasin sans faire le code. Voilà, c'est ça. Tu bipes ta carte. Near Field contactless.
Donc il va scanner sa carte et là il peut à tout moment il peut vérifier la balance, donc voir combien de bitcoin il y a sur sa carte. Et quand il le souhaite, il va scanner sa carte et récupérer la clé privée pour pouvoir utiliser cet argent. Voilà. Mais entre-temps, elle peut rester plusieurs mois ou années dans un tiroir, un peu comme un cochon. Un petit cochon, comme on utilisait une tirelire cochon pour stocker sa monnaie. Ah, c'est stylé en vrai, voilà. C'est stylé. Vraiment chouette. Et il y avait encore un autre produit. Et alors on a un troisième produit qui s'appelle Seedkeeper. Donc ils ont tous le format carte à puce. Ouais. Hein, donc c'est la même technologie, mais c'est le code qui tourne sur la carte qui est différent et qui fournit des fonctionnalités complémentaires mais différents pour chacun des trois produits. Et donc Seedkeeper, c'est une carte qui permet de faire un backup de ces seeds. Donc comme je l'ai dit, probablement la première cause de perte de crypto finalement c'est de ne pas faire un backup de ses clés ou de le perdre. Ouais, juste seed pour les gens qui écoutent, comme ça ils savent, c'est les fameux 12 mots, on appelle ça les seed phrases. Voilà. Alors on dit mnémonique, on dit seed phrase, on dit seed, je ne sais pas moi-même très bien. Non mais c'est juste... le terme le plus approprié, alors en plus c'est des anglicismes, alors parfois on dit graine aussi, mais graine c'est peut-être au Québec ou les Français certainement, disent une graine, file-moi ta graine, je ne sais pas. Et donc Seedkeeper, comme le nom l'indique en quelque sorte, c'est le gardien de vos seeds. Vous allez pouvoir importer les seeds dans la carte. Vous pouvez en avoir plusieurs, par exemple typiquement les gens qui sont un peu plus aguerris dans les cryptos, ils vont générer par exemple une seed différente pour chaque crypto-monnaie qu'ils détiennent. Ça c'est, on va dire, un peu une bonne pratique pour vraiment isoler chaque crypto-monnaie. Donc on peut se retrouver avec plusieurs seeds, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Okay. C'est pas obligé, mais voilà. Donc vous pouvez en stocker plusieurs sur une carte et vous pouvez faire des backups sur plusieurs cartes. L'avantage sur la Seedkeeper comme sur la Satoshi, c'est que c'est protégé par un code PIN. Okay. Donc ça veut dire que si quelqu'un trouve votre carte Seedkeeper, s'il n'a pas de code PIN, en fait c'est comme votre carte de banque, sans code PIN, il ne sait rien faire avec. Voilà. Et s'il essaye au hasard des codes PIN, au bout de 4 essais, la carte va se bloquer. Et comment on la débloque ? Alors, il n'y a pas moyen. Ah, ok, ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas moyen. Ce qu'on peut faire, c'est la reformater. Voilà. Ok. Voilà. Donc il faut pas oublier son code PIN, effectivement. Voilà. Il y a toujours, et ça c'est encore une fois, mais c'est l'écosystème qui le veut, mais donc il y a toujours ce facteur à la fin de la course humain. Oui, il faut toujours. Il y a toujours ce problème. Après un code PIN, tu vas me dire, bon, vraiment, ça va quoi. Voilà. Et donc voilà, il y a le code PIN qui protège la carte. Maintenant, si vous avez peur de le perdre, vous pouvez le noter dessus, mais alors vous perdez une partie de la sécurité du système. Et ça, c'est un peu à vous de voir. Si vous le mettez dans un coffre, par exemple, typiquement, une application de Seedkeeper, par exemple, c'est pour des questions d'héritage. Donc si vous avez des crypto-monnaies, vous faites un backup très bien, mais qu'est-ce qui arrive si vous mourrez ? Malheureusement, personne n'en a envie, mais voilà, c'est des choses qui arrivent et il faut aussi s'y préparer. Avec Seedkeeper, vous pouvez par exemple importer vos seeds sur une Seedkeeper et vous notez simplement le PIN code de la carte dans votre testament. Voilà, juste les 4 chiffres. Et vous donnez la Seedkeeper à vos héritiers. Ils savent de toute façon rien faire avec sans le code PIN. Mais le jour où s'il vous arrive malheureusement quelque chose, voilà, ils ont déjà une solution de backup pour ne pas perdre simplement vos crypto-monnaies. C'est incroyable. En vrai, je vais pas te mentir, je crois que je vais m'en prendre une. La Seedkeeper, c'est où ? Parce que tu sais mettre plusieurs wallets différents. Oui, donc tu peux stocker une douzaine de seeds sur une carte. Voilà. Franchement, c'est ouf. Après aussi, que ce soit bien clair aussi, il n'y a aucun sponsor. Qu'on est d'accord, je ne suis pas payé pour quoi que ce soit, il n'y a pas de ça.
c'est totalement de l'échange et ça fait partie du podcast à fond, etc. Donc voilà, je ne fais pas la pub ou quoi, c'est vraiment intéressant de voir comment déjà tu es belge, tu as étudié en Belgique, tu es passionné de crypto depuis longtemps, on vient d'en parler, et que tu développes ce truc-là. Moi, c'est ça qui m'intéressait de fou en fait derrière ça. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de tout ça, ça n'a rien à faire ici. Ok, donc on peut encore continuer un peu ? Ouais ? Ok, parfait. Donc j'avais une autre question. On a déjà pas mal été. En vrai, on va terminer en fait. Ça va être la dernière question. Quel avenir du coup tu vois dans les cryptos, donc dans l'utilisation de ces données numériques qui ont fait de la valeur in fine, dans le futur, comment tu vois ça? Et aussi, et surtout, c'est surtout là que je veux plus orienter ma question, à travers les États. Donc tout ce qui est CBDC, etc. Donc la monnaie numérique étatique, je ne sais pas comment on peut l'appeler comme ça, mais voilà, comment tu vois un peu le cheminement, le futur par rapport à ça, donc crypto, État, donc voilà. Ah, c'est une vaste question. Oui, elle est longue. Très difficile. On peut discuter longtemps, mais voilà. Oui. Alors, comment est-ce que je vois ça le futur des crypto-monnaies, le futur de Bitcoin, moi je suis... alors je suis pas... On parle de Bitcoin Maxi par exemple. Moi je suis un grand fan de Bitcoin, je suis Bitcoin first. Donc moi je m'intéresse avant tout à Bitcoin et je regarde un peu ce que font les autres. Et il y a des choses intéressantes qui se font ailleurs aussi. Mais je pense que Bitcoin va devenir la réserve de valeur qui va finalement remplacer le dollar et les autres monnaies. Si vous voulez protéger votre épargne dans le futur, et c'est un processus qui va être chaotique, franchement on peut le dire, ça l'est déjà et ça, à mon avis ça le sera encore pendant quelques années, une dizaine d'années. Je n'ai aucune idée du temps que ça va prendre, mais je pense qu'à terme il n'y a pas d'alternative en fait. Le Bitcoin va remplacer ces monnaies, en tout cas en ce qui concerne l'aspect réserve de valeur. Tout à fait. J'ai fait un épisode là-dessus. Voilà. Parce que personnellement, d'avoir vraiment réfléchi à ce que c'était la monnaie, ça fait maintenant 10 ans que je me pose la question, etc. Je ne vois pas de solution à l'endettement des États, aux manipulations monétaires. Et donc, inévitablement, les gens vont aller se réfugier vers quelque chose qui est prédictible. Et qu'est-ce qui est prédictible ? C'est le fait que Bitcoin a une émission monétaire qui est distribuée. Et donc, on ne doit pas faire confiance à un tiers. Un gouvernement, parce que moi je n'ai plus confiance dans les gouvernements pour des aspects aussi cruciaux que la monnaie. Voilà. Alors d'autres cryptos vont peut-être avoir trouvé des applications. On parle des smart contracts. Donc ça c'est aussi une application et tout ce qui est la finance décentralisée, etc. Donc ça c'est aussi à mon avis quelque chose qui va continuer à se développer et forcément le Bitcoin allant devenir la réserve de monnaie, tous les produits financiers vont se développer autour de Bitcoin, peut-être aussi de l'écosystème comme Ethereum, etc. Ça je ne sais pas le prédire plus que ça, c'est impossible. On peut juste tracer une voie, une direction dans ce sens. Les CBDC, pour moi, c'est la réponse assez paradoxale des banques centrales aux crypto-monnaies. Alors, je ne sais plus qui disait, c'est pas Gandhi qui disait « First they laugh at you, then they fight and then you win », quelque chose comme ça. Ouais, je vois. Et c'est vraiment ce qu'on voit avec les crypto-monnaies. Les banques centrales, au début, les ont complètement ignorées pendant très longtemps. Puis, elles s'en sont moquées en disant que c'était du n'importe quoi, qu'il ne fallait pas leur faire confiance. Elles sont toujours un peu dans cette phase, mais elles sont aussi dans la phase de fight. Donc, alors, elles essayent de proposer les CBDC comme une version concurrente aux crypto-monnaies. Et elles essayent en même temps d'imposer des régulations
pour lutter contre les crypto-monnaies en les interdisant en fait. Et encore en Europe, on va sûrement être les champions de la régulation. Ça, c'est sûr. Je pense que les pays qui vont adopter les crypto-monnaies et qui vont avoir un cadre régulatoire accueillant pour les crypto-monnaies sont les pays qui vont le mieux s'en sortir dans le futur. Ce sera probablement la Suisse, peut-être les États-Unis dans une certaine mesure. Amérique latine, peut-être. Il y a le San Salvador, mais c'est un tout petit pays. Non, il ne va pas devenir la première puissance mondiale pour ça, mais il va tirer son épingle du jeu grâce à ça. Et simplement, juste d'avoir un cadre juridique clair et accueillant pour les crypto-monnaies. C'est ça. Mais est-ce que tu penses... Malheureusement, pas trop la direction que prend l'Europe. L'Europe, ça c'est sûr. Enfin voilà, l'Europe, et ça je suis désolé. Enfin voilà, mais... c'est compliqué quoi. C'est comme voilà, un grand jeu de société, les règles sont interminables et ils arriveront toujours à te rajouter une petite ligne à un moment donné. Mais justement, dans ce cas de figure-là, est-ce que tu ne penses pas alors que ce serait aussi les pays un peu émergents qui n'ont pas en fait grand-chose à perdre ou qui ne sont pas lancés dans un truc ultra réglementé, ultra contrôlé, ultra technologique comme le fait par rapport aux autres certains États dans le monde, comme les États-Unis, l'Europe, etc., même la Chine. Mais est-ce que justement ce n'est pas alors une porte ouverte pour les pays émergents, de style en Afrique, pour les... tu vois ce que je veux dire? Si, mais malheureusement, ce sera toujours les pays qui seront les plus ouverts et les plus libres qui vont accueillir cette technologie et cette innovation, et c'est eux qui vont en profiter. Donc je ne sais pas exactement quels sont les pays actuellement qui sont les plus ouverts. Moi, il y a le Salvador, on l'a cité, mais même le Japon est relativement ouvert, je pense, aux crypto-monnaies. Simplement avoir un cadre légal qui n'est pas coercitif. Et simplement de dire les monnaies cryptographiques, elles existent, elles peuvent apporter quelque chose à l'économie. Au lieu d'essayer de les interdire, accueillons-les et favorisons leur développement, parce qu'elles vont apporter avec elles tout un écosystème de nouvelles technologies qui va profiter à l'économie du pays. Et je trouve aussi que les États devraient plus, comme tu dis, accueillir, ou en tout cas être moins réticents, en tout cas en Europe et en Occident, parce que justement, et bon, on l'a vu avec l'ETF, BlackRock, etc., bon voilà, ça c'est les grosses institutions, c'est privé, ça serre la main de l'État, etc., donc voilà, ils ont un peu tous les droits, ces gens-là, mais on va pas se mentir, c'est un écosystème où il y a voilà, c'est le nerf de la guerre, mais il y a énormément d'argent à se faire. Je veux dire, l'État, au lieu de cracher dessus et d'avoir peur de tout ce qui est décentralisé, de ne plus avoir le contrôle, la confiance, voilà, ça reste tout un aspect entre l'État et le citoyen, etc. Ça, c'est pas un problème, mais c'est pas à nous à gérer ça devient leur problème, on va dire, c'est leur travail. Mais je veux dire par là que si ils sont pas réticents et ils rejettent pas ça comme ils le font actuellement, je trouve qu'ils passent à côté de quelque chose qui est leur principal but, c'est de l'argent, je veux dire. Et je trouve qu'ils devraient justement plus aller dans ce sens-là et peut-être être plus curieux, plus intéressés à ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu t'en penses quoi de ça? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est que le Bitcoin, c'est une solution décentralisée. Les gouvernements, c'est plutôt un système centralisé. Donc il y a une forme d'incompatibilité entre les deux qui fait que plus un gouvernement sera centralisé, plus il sera probablement contre Bitcoin et contre les crypto-monnaies. Et ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. C'est comme ça. Les dés sont presque jetés. Il suffit de regarder les pays les plus ouverts, les pays qui sont les plus centralisés risquent de ne pas changer d'avis. Ils sont dans leur logique centralisée et donc ils verront et continueront à voir le Bitcoin. Et c'était malheureusement une grosse erreur. Ok, ça va, on arrive... Et quelque part, les CBDC, pour en revenir à ça, donc c'est la... Oui, c'est un peu la réponse des banques centrales aux crypto-monnaies. Ça ressemble à une crypto-monnaie, mais en fait, dans la philosophie, ça n'a absolument rien à voir avec une crypto-monnaie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils s'imaginent, c'est un peu comme un loup avec un costume de mouton. C'est pas un mouton pour autant.
Et donc, c'est le loup un peu dans la bergerie. Mais donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Parce que ça ne résout absolument pas les problèmes fondamentaux et la raison fondamentale d'exister du Bitcoin, qui est de se passer d'une tierce partie, de devoir faire confiance à un tiers, en l'occurrence les banques centrales, qui ont démontré un nombre incalculable de fois dans leur histoire. Il suffit de voir l'histoire des banques centrales, etc. Ce n'est qu'une histoire de trahison et de vol des épargnants. Ouais, et le but, clairement, des banques centrales, enfin le but, pas forcément, même pas forcément conscient, mais inévitablement, le but des banques centrales, c'est finalement de défendre, c'est d'avoir ce contrôle de la monnaie et de permettre au gouvernement de contrôler les gens via la monnaie. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, on est dans un autre scénario. C'est un autre livre que eux n'ont pas forcément envie d'ouvrir, mais voilà. Ils voient que tout le monde l'ouvre, donc voilà. Ok, trop cool. On va terminer. C'est la fin en fait. On est à la fin de cet épisode. On va juste terminer sur. Est-ce que tu peux vraiment, mais très bref, vraiment comme tu peux, comme c'est possible pour toi de le faire, en vulgarisant à fond. Qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Alors, la blockchain, c'est un grand registre de comptes qui est ouvert à tous, que chacun peut consulter à n'importe quel moment, qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui permet à chacun de savoir exactement, avec certitude, combien il possède, combien les autres possèdent, et à faire des transactions avec la garantie que personne ne pourra, entre l'envoi et la réception, personne ne pourra modifier, interdire, contrôler, vérifier cette transaction et ces transactions. Donc c'est la liberté pour chacun de faire des transactions avec qui il souhaite. Parfait. Voilà. Écoute Baudouin, un tout grand merci en tout cas, c'était super. Je pourrais encore rester là très longtemps. Voilà, on est dans un événement ici, il y a une petite équipe et tout à côté, etc. Donc on va arrêter maintenant, mais en tout cas un tout grand merci pour ce moment, c'était super cool. Avec plaisir. Et franchement, si on peut se revoir un de ces quatre, pourquoi pas. Avec plaisir. Ça marche. Un grand merci en tout cas. Voilà. Salut. Salut.